Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va discuter principalement de news un petit peu internationales autour du Bitcoin. Pas vraiment de sujets, vous allez voir qu'on va attaquer 2 ou 3 sujets, mais on va plus ou moins les survoler. On va pas vraiment aller dans le détail sur un sujet en particulier. Et on va énormément s'axer sur le S&P 500 qui est peut-être dans une zone de retournement. Donc on va aller assez vite sur l'analyse entre guillemets Bitcoin, enfin j'espère, si j'ai pas trop de choses à dire. Et puis on va également se concentrer un petit peu sur le S&P, où est-ce que peut aller le S&P en ce moment, etc. On n'est pas extrêmement corrélé au S&P en ce moment, mais voilà, on est sur des niveaux intéressants où peut-être le S&P pourrait se retourner et peut-être également que Bitcoin pourrait suivre. J'en profite pour vous dire de vous abonner, venir me rejoindre éventuellement sur le Discord, le jeu concours également que vous avez par rapport à 200 USDT à gagner. On est très proche de faire le tirage, il doit nous manquer 1 ou 2 participants, donc n'hésitez pas à venir vous affilier sur la chaîne et venir vous inscrire sur le Discord dans le même temps. Vous profiterez d'analyses exclusives qui sont réservées aux affiliés, mais vous profiterez également de ce fameux jeu concours. Ici on est sur la structure en 4 heures. Je vais pas aller voir la monthly, même si on est en fin de mois, parce que je pense que tout le monde va le faire, donc j'ai pas envie de faire comme tout le monde ici. Mais globalement, on a une bougie d'indécision en monthly, hein. On est sur sur une bougie qui reste plus ou moins haussière. Mais ça reste une bougie qui n'est pas non plus incroyable. Il n'y a aucune bougie de rupture ou quoi que ce soit. Le mois de février a été plutôt à la latéralisation. Sur la 4 heures. Alors, des niveaux intéressants d'invalidation sur lesquels on peut ici se baser. Déjà hier, je vous avais dit, ici dans la zone des 23 860, je vais chercher du short, je l'ai eu, super, fantastique, génial. Ensuite, j'avais dit sur le Discord, dans la zone des 23,5, je vais encore chercher du short, on l'a eu, très bien. Par contre, là, on a des choses qui commencent à être intéressantes et on a des points d'invalidation qui commencent à être intéressants sur la 15 minutes et là, on est sur la 1 heure, mais on va voir que sur la 15 minutes, on commence à avoir des choses qui sont intéressantes. D'abord, ici, notre scénario principal, c'est suivre la 4 heures en tendance privilégiée pour venir chercher tout simplement cet objectif qui est là et qui se trouve au 22 300. On a le droit de changer d'avis, et quand est-ce qu'on change d'avis? Pour moi, c'est tout simplement, si jamais, là où on avait cherché ce short ici, qui a été très rapide et très puissant et très rémunérateur, eh bien on repasse ce niveau-là. Là, pour moi, on a une invalidation sûre et certaine que potentiellement la 4 heures désormais est en train de se retourner et qu'on est en train d'assister à une 4 heures qui va plutôt aller dans ce sens-là. Et je vous le rappelle, pour nous, on va plutôt décider que parfois la 4 heures et parfois la 1 heure sont notre direction préférentielle, puisque on est plutôt des day traders, donc on va plutôt chercher des trades qui vont dans le sens de la tendance supérieure à la nôtre. C'est-à-dire qu'en gros, un day trader, il va chercher du trade en 5 ou 15 minutes, sur des bougies en 5 ou 15 minutes, mais moi j'aime bien avoir une direction préférentielle, ne pas me battre contre la tendance qui est, on va dire, supérieure. Et en l'occurrence, là, on a une tendance supérieure à la 4 heures qui est la daily et sur laquelle, pour le moment, en tout cas, on va voir si c'est le cas aujourd'hui, mais on respecte cette trend et on n'a aucune clôture daily en dessous. Et je vous l'avais expliqué, une clôture pour moi, c'est une bougie entière, enfin le corps en entier d'une bougie sous la trend. Et pour le moment, en daily, on n'a pas du tout eu ça, on a plutôt eu une structure qui est littéralement respectée. Pour le moment également, vous voyez qu'on commence à construire cette bougie dessous. Donc pour moi, ça sera un signal fort short ici, si jamais on clôture entièrement ce soir à 1h du matin sous ce niveau-là, sous la trend, hein, tout simplement. Ça sera vraiment un signal que oui, on va au 22,3 et oui, potentiellement, on va peut-être même retester les 21,5. Si jamais on réintègre ici, et ce soir pour 1h du matin, si jamais on a eu juste ici une mèche qui était en dessous et une partie du corps de la bougie, puisque l'ouverture s'est faite en dessous, on continue à suivre tout simplement la trend. Donc soit on essaiera de trouver une cassure plus tard, soit tout simplement ça veut dire qu'on ne verra jamais les 22,3 et que on va tenir une trend daily et que en fait du coup en daily eh ben on a un nouveau creux majeur, on va dire, voilà, qui vient de se construire. On avait eu celui-ci, après on a eu celui-là et maintenant on a le troisième qui est ici. Donc à suivre la perte de cette trend daily, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si on regarde sur le 4 heures, la chose qui est à suivre pour voir si éventuellement la 4 heures est en train de se retourner, eh bien je vous avais dit là que
je vous avais dit là que on devait défendre ici ce sommet-là, puisque lui, il a une fonctionnalité qui est de défendre le sommet suivant et ainsi de suite. À partir du moment où on perdait ce sommet-là, que je vous ai mis ici, que je vous ai matérialisé là, et bien à ce moment-là, on est nécessairement sur potentiellement un retournement de la 4 heures. Et en l'occurrence, nous, le scénario, c'était que la 4 heures va continuer comme elle est. Ici, on voit que pour l'instant, la 1 heure va rester potentiellement haussière. En tout cas, on n'a pas de signe de retournement de la 1 heure tant qu'on n'a pas perdu ce niveau-là. Ok. Donc, continuation de la 4 heures et mise en place d'un retournement de la 1 heure, d'accord. Et également, comment dire, à partir du moment, si jamais la 1 heure ici, donc là je parle d'une bougie entière potentiellement aujourd'hui, qui à la fois nous donnerait la réintégration de la structure en daily, donc la non-perte, hein, c'est pas plus la réintégration, c'est plutôt la non-perte, et à partir du moment où on clôture une bougie ici entière sur la 1 heure, je vais peut-être switcher mon fusil d'épaule en me disant que ici, eh bien, la 1 heure va venir retourner la 4 heures, d'accord, puisque ici, on serait à la perte d'un... Alors, la vraie perte du sommet en 4 heures, elle est là, mais la vraie défense, la première ligne de défense, elle est ici. Donc, pour moi, on aura déjà ici, potentiellement, un truc qui pourrait nous dire, bah, arrête de chercher du short, ça sert à rien, puisque la 1 heure va venir retourner la 4 heures à moyen terme, d'accord? Donc, c'est très important ici d'avoir une vision, on va dire, pragmatique des charts, et une vision qui serait potentiellement également de pas nécessairement s'accrocher en permanence à une target autour des 22,3, mais de choisir ici un point d'invalidation. Hier, on a fait un short qui était vraiment nickel chrome, c'est-à-dire on avait ici notre ouverture à 23,850, on avait un stop loss qui était au-dessus du creux ici, bam, on a eu exactement ce qu'on voulait, ça a été très rapide, etc. C'était super, impeccable. Ensuite, j'avais posté sur le Discord, je vais chercher dans la zone des 23,5 une continuation. Et pourquoi ça? Merde, pardon. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que le creux en 15 minutes qui était à défendre, alors c'est peut-être même pas du 15 minutes, mais vous voyez ici, on a le creux, enfin le pic qui était censé défendre ce niveau. Et vous voyez que si je tire à la droite, c'est exactement ce que nous a donné le niveau. Pour l'instant, ce niveau-là, il tient. On va d'ailleurs le noter puisque c'est quelque chose de majeur et c'est peut-être plutôt un niveau en 5 minutes. Voilà, vous le voyez ici. Et en l'occurrence, on l'a attaqué ici, vous le voyez, par 2 fois. Alors, si jamais on perd ce niveau, on a un signe que, et vous voyez qu'on lui donne la bonne time frame, c'est-à-dire que c'est un 15 minutes, et pardon, autant pour moi, il est fermé. Donc là, en l'occurrence, on a ce niveau 15 minutes qui pour l'instant nous résiste. Également en bas, vous voyez que je vous ai mis le niveau en 1 heure qui lui aussi résiste. Donc là, on est nécessairement en train d'essayer de donner une résolution à tout ça. Les niveaux vont s'attaquer les uns les autres et potentiellement que si on perd ce niveau en 15 minutes, eh bien on va pour la perte potentielle de ce niveau ici en 1 heure qui nous dirait, donc là on est, vous le voyez ici, extrêmement également créatif et pragmatique et l'idée serait de dire, eh bien maintenant j'arrête de chercher du short, je vais plutôt chercher une direction préférentielle en longue, tout simplement parce que la 15 minutes va retourner la 1 heure qui est partie pour retourner la 4 heures. En l'occurrence, le vrai retournement de la 4 heures, il sera malheureusement ici à 24,580. C'est un peu tard pour nous pour changer notre fusil d'épaule. Donc vous comprenez ici que le fait qu'on confirme ici que ça continue à, pour l'instant, monter, nous sera confirmé à la perte de ce niveau qui doit tenir pour que notre direction préférentielle continue elle-même à être la même. Et donc, du coup, vous comprenez ici toute la logique de parfois remettre en cause son scénario privilégié, potentiellement. Pour moi, j'ai les points de validation que mon scénario est le bon, c'est-à-dire direction préférentielle short, si on clôture sous la trend daily, et là, ça sera même un short peut-être plus important que d'aller au 23,5 ou au 21,5, etc. À l'inverse, j'ai également ici des points, des choses qui commencent à me dire que, eh bien, désormais, j'ai 2-3 creux, et bien que potentiellement, il va falloir réfléchir à jouer ces cartes dans l'autre sens. Vous voyez aussi également ici, alors c'est peut-être pas le cas, mais on va le regarder peut-être plutôt en 15 minutes. Ouais, en 15 minutes, c'est pas mal. On pourrait ici tout à fait construire une traîne en 15 minutes. Qui serait,
Alors, je pense que celle-là a été fermée. On va regarder. Oui, on a perdu celle-ci. On va regarder en 1 heure. En 1 heure, non, c'est pas la bonne. 30 minutes. 30 minutes. Elle a jamais fermé, celle-ci. Donc voilà, ça serait une traîne 30 minutes. Donc on va la mettre en 15 ici. Et on a cette trend ici que le prix ne doit pas perdre également. Sinon, ça nous dit cette structure d'accumulation se termine. Et donc du coup, on va plutôt dans l'autre sens. Donc vous voyez que c'est super propre ici. Bon, on a cette tendance de creux ascendant en 15 minutes qui va peut-être nous donner une inversion de la tendance sur les 1 heure et ainsi de suite. Si on met le Lux Algo Price Action, vous voyez que la 15 minutes, elle a changé de caractère, du coup. La 1 heure a fait son break of structure et pour l'instant, elle est toujours baissière. Bon, moi, j'aurais tendance à dire que la 1 heure ici, donc son break of structure ici, le Lux Algo considère qu'il est là. Pour moi, les deux creux, ils sont là. Pour moi, la 1 heure, elle est passée désormais haussière. Et la 4 heures, on aura une vraie cassure, soit à ce niveau-là, donc les 24 000, soit au niveau des 24 500. Et moi, je privilégierais les 24 500. C'est l'avantage d'être un humain à la place d'être un algorithme et d'être un indicateur ici, c'est que voilà, là pour moi le Lux Algo en l'occurrence il n'est pas tout à fait accurate. Voilà, j'ai tendance moi ici plutôt à voir d'autres niveaux. Journée intéressante sur le S&P et je vais vous expliquer pourquoi, mais avant on va aller faire un petit point sur Ethereum. Ethereum, vous voyez que la structure est très semblable à Bitcoin, hein, en ce moment il suit beaucoup. On a cassé cette traîne de distribution, je vous l'avais expliqué. Ici on est venu attaquer, alors pour le coup sur Ethereum, un niveau qui est un petit peu supérieur, c'est-à-dire que sur Ethereum c'était plutôt cette zone-là qui aurait dû tenir et on a poussé un peu plus. Vous voyez qu'on a attaqué carrément ici une partie de la structure au-dessus, donc ça c'est intéressant. Deuxième chose, pour l'instant, le niveau qui tient sur Ethereum, c'est le retest de ce creux qui est là. Il n'a pas été retesté une deuxième fois. Non, vous voyez qu'on n'est pas venu ici, on n'est pas descendu aussi bas sur Ether. Pour moi, voilà, Ether, la grande question, c'est qu'est-ce que va nous donner Shanghai alors, Shanghai, c'est donc la remise à disposition de ceux qui les stackent de leurs Ethereum. On peut y voir ici deux choses, en l'occurrence soit une news qui est plutôt haussière. Alors pour moi, si elle était haussière, étant donné que Shanghai a été annoncé il y a de ça un certain moment, j'aurais pas tendance à dire qu'elle va être haussière à partir du moment où Shanghai est mis en place. Ce serait plutôt un sell de news, c'est-à-dire que vous avez un asset qui vous propose désormais du stacking liquide. Est-ce que les gens qui ont stacké leurs Ethers vont être vendeurs à la suite de Shanghai, c'est-à-dire quand ils pourront récupérer, et je crois que c'est linéaire, je crois que ils peuvent pas récupérer tous leurs Ethers d'un coup, il y a une limite qui est mise tous les jours. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça qui a été mis en avant. Je sais pas si on peut voir ici la courbe de stacking ou pas sur des grosses time frames, on va regarder ça. Vous le voyez que Ether en ce moment est toujours déflationniste, on a burné, plus qu'on a créé d'Ethereum, 40 000 Ethereum, c'est-à-dire que la supply d'Ether est en train de diminuer grâce à l'EIP, l'Ethereum Implementation Proposal du London, de fait de burner. Alors là on est sur la projection de la supply, j'essaye de trouver le stacking, est-ce qu'on peut changer la time frame là non. Non, pas vraiment. Ça, c'est la supply totale. Non, le stacking. Est-ce qu'on peut voir... Je mets en pause, j'essaie de vous trouver l'info. Et puis, on va regarder ça. Je pense que je l'ai sur Glassnode. Donc, ça y est, on a la courbe. Alors... Ici, vous comprenez que ça va être de la logique, hein. C'est compliqué, mais comprenez bien. Si j'avais acheté mes Ethereum ici, à partir du moment où le stacking était disponible, alors là, on n'a que à partir de 711 000 Ethereum, mais c'est pas grave, on va considérer qu'au million. Si j'avais acheté mes Ethereum $600, oui, je pourrais potentiellement être vendeur dans la zone des... Aujourd'hui, on est à 1006, ça oui. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 1 million jusqu'au prix actuel qu'on va définir à peu près à 1600. On a potentiellement une peut-être force vendeuse pour jusqu'à ceux qui veulent sortir entre guillemets à break-even, de gens qui ont stacké leurs Ethereum, qui du coup sont passés à côté du bull run sur Ethereum. Comprenez que si vous aviez stacké quand il était à $590, effectivement vous n'auriez pas pu le vendre à 5000.
Mais du coup, on a effectivement peut-être 2,6 millions d'Ethereum qui potentiellement pourraient être vendus. Pour moi, tout le reste là, je vois pas l'intérêt ici de vendre à perte, à moins que vous soyez fait peur, hein, à moins que effectivement. Mais ici, ceux qui ont payé leurs Ethereum dans les 4600 $, les 8 millions, pour moi, je les vois pas revendre à ce stade. Ils vont peut-être même potentiellement rester en stacking. Après, à partir du moment où on revient sous la zone, c'est-à-dire globalement, on va dire à peu près par ici. Là, on avait 12 millions, donc tout à l'heure, on avait dit à peu près 3 millions qui pourraient effectivement se positionner à la vente. On avait 12 millions ici, et désormais, on est plutôt autour des 16-17. Donc, ça nous fait 7 millions d'Ether sur les 16 millions qui sont stackés, qui, oui, potentiellement, en tout cas, auraient un intérêt à vendre, puisqu'ils ont ici peut-être, ils sont peut-être entrés dans des profits. Je vous enlève pas ici tous ceux qui ont été plutôt dans l'achat à 2000 et qui ont continué à stacker. Néanmoins, on voit que la courbe, elle est plutôt linéaire. Et ça, c'est intéressant. Et puis, on voit aussi que, comment dire... Ether fonctionne comme suit, j'avais fait toute une vidéo là-dessus, c'est-à-dire que le stacking devient de moins en moins intéressant s'il y en a trop qui sont stackés. Le pourcentage descend, et là on est dans une zone de pourcentage, je crois qu'on est en ce moment autour des 4% d'efficience, où ça devient de moins en moins intéressant de stacker. Donc là, oui, effectivement, ça par contre c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va peut-être par contre avoir une force de retrait sur le stacking, mais qui sera pas forcément vendeuse. Mais en tout cas, de gens qui disent, bon, 4%, peut-être que pour moi, c'est pas génial. Là, ici, vous faisiez, quand il y en avait très peu, j'ai plus les courbes, malheureusement, il faudrait que j'aille le rechercher, etc., de comment c'était implémenté à l'époque, mais vous aviez au départ 20% de rendement, et puis après, petit à petit, au fur et à mesure que beaucoup de gens ont stacké, je crois que c'est 5% de l'offre totale d'Ethereum, à partir de 5%, ça diminue en fait, les rewards vont commencer à diminuer. Je vous retrouverai les chiffres si ça vous intéresse, et je referai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse également, mais là on est plutôt sur un stacking qui diminue à partir du moment où on a dépassé les 14-15 millions d'Ethereum. Ici, le stacking diminue. Donc théoriquement, les choses devraient s'auto-corriger d'elles-mêmes, entre guillemets, par entre guillemets, la main invisible du marché, c'est-à-dire c'est moins intéressant de stacker que potentiellement de revendre et de, allez, disons-le, acheter des bons du trésor américain ou que sais-je. Mais Ethereum, et ça je le dis depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis beaucoup de temps, et je suis assez boule sur Ethereum long terme, parce que Ethereum est déflationniste. Ethereum, donc du coup, a une implémentation qui lui donne de la valeur de par la diminution de la supply. Ethereum permet du stacking, et ça c'est très important pour les institutions qui aiment beaucoup avoir entre guillemets des intérêts qu'opposés, c'est-à-dire l'asset monte, mais en plus j'ai plus d'assets au fur et à mesure du temps, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ce stacking devient liquide, c'est-à-dire que maintenant, à partir de, normalement, le Shanghai va se faire dans les jours qui viennent là, et bien à partir de ce moment-là, vous aurez la possibilité de rentrer, sortir sur votre stacking de manière beaucoup plus libre que ce qui était proposé par le passé. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et quatrième narration qui est plutôt cool pour Ethereum, c'est étant donné qu'on est passé au Proof of Stake, effectivement, Ethereum devient, ESG, c'est-à-dire écologique, on va dire, il bouffe beaucoup moins de valeur énergétique que ce que peut le faire Bitcoin. Mauvaise narration, c'est tout simplement que la SEC est en train de revoir sa position sur Ethereum visiblement, en tout cas de ce que nous en dit Gary Gensler, et donc mauvaise narration, c'est plutôt de dire attention, Ethereum est peut-être une security. Ça ne veut pas dire que tout le monde va en sortir, l'idée ici c'est que ça va être plus compliqué, en tout cas pour Ethereum, de proposer ses contrats d'investissement aux institutionnels si jamais ils dépendent du bureau des securities qui est la SEC, plus que du bureau des commodities qui est le CFTC, où c'est beaucoup plus simple ici de mettre des contrats d'investissement sur le marché. Le test qui est mis en place pour tout ça s'appelle le Howey test à ce stade. Pour le moment, on attend que ça légifère sur la question, notamment via pas mal de procès qui sont en cours, et notamment bien sûr via le procès Ripple qui va déterminer si effectivement le test de Howey répond à un niveau de décentralisation qui peut dire qu'on place les assets digitaux dans des sécurités ou dans des commodités. Pour le moment, c'était le cas.
Le problème, c'est que les achats digitaux sont assez particuliers. Est-ce que Ethereum est suffisamment décentralisé, ou alors est-ce qu'il va principalement être un contrat d'investissement qui va profiter à Vitalik Buterin ou la fondation Ethereum, ou est-ce qu'il est suffisamment décentralisé pour passer le test? On a aussi des tests de Nakamoto notamment qui ont été proposés sur les cryptos, le coefficient de Nakamoto, ce genre de choses. On a ici des nouvelles légiférations qui seront faites à la fois en partie par le juge et la jurisprudence. Aux États-Unis, c'est les procès qui font les lois très souvent, ou qui sera prise tout simplement par la Chambre des représentants au moment où une décision sera prise sur la crypto. Mais en tout cas, en ce moment, on va dire que le Rottweiler de l'anti-crypto et de la finance traditionnelle, c'est la SEC qui fait des procès à tour de bras, mais la SEC n'est pas le légiférant, et la SEC n'est pas c'est le juge qui va légiférer sur ces cas-là, ou alors tout simplement, comme je vous le dis, un projet de loi qui réellement va trancher dans cette option-là. C'était pas mon but au départ, en tout cas, de faire une vidéo sur la décentralisation, les securities et les commodities, mais en tout cas, vous comprenez ici que sur Ethereum, il y a une implémentation qui arrive et qui va probablement le décorréler de Bitcoin pendant un petit moment, puisque elle est de l'ordre de, entre guillemets, une modification du système et une modification de la supply qui est relativement intéressante. Voilà pour Ethereum BTC, petit tour, petit saut sur la stablecoin dominance, et ensuite on va aller analyser S&P ensemble. Sur la stablecoin dominance, très difficile en ce moment, au sens où on aimerait bien finalement venir perdre ce support au 12%, on voudrait vraiment que ça enfonce pour être haussier sur Bitcoin, mais c'est pas le cas. Alors on a ici cette trend daily qui pour le moment nous repousse, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On est revenu tester ici le creux précédent, vous voyez qu'on est revenu tester sur la stablecoin dominance ce creux qui était censé protéger celui-ci, et pour le moment il y a eu rejet. Vous voyez, quand ça délivre très vite, en général on peut se dire ah ben on va revenir retester ça parce qu'on est descendu trop fort. Sur la stablecoin dominance, tout est analysable pour moi. À ce stade, la 1 heure, elle est plutôt en hausse ici, vous le voyez. Mais on a peut-être ici un double top, c'est-à-dire une forme de défense qui s'est faite sur ce niveau-là, qui est plutôt cohérent pour défendre le reste. Hop, et qui est en fait le dernier pic en date, voilà. Donc là on n'y arrive pas, ça fait 2 fois qu'on échoue. Est-ce que ce niveau va tenir ou pas? Ça peut nous donner ici la direction, encore une fois. Ici, il faut absolument perdre les 12% pour moi pour être haussier sur la totalité de la crypto dans son ensemble. Et pour le moment, vous voyez qu'on est plutôt sur des fake out en dessous, on réintègre, on revient tester un petit peu parce que là on y était allé un peu vite. Et là on va avoir une réponse probablement sur les prochains jours. Voilà pour l'analyse technique. On a dit qu'on allait voir S&P et voir ce qu'il nous donne aujourd'hui. Alors sur S&P, il y a des choses intéressantes qui se sont passées. Pourquoi il y a des choses intéressantes qui se sont passées? D'abord parce qu'on a rebondi, et je vous avais dit on va probablement revenir tester cette trend historique, qui est une trend vraiment très vieille. Vous le voyez, on est là-dedans en gros depuis l'ATH sur S&P. On la teste une fois, une deuxième fois, enfin on lui donne une forme. Ici on se fait rejeter, et là on avait réussi à la passer. Donc la question c'était, on va peut-être ici forcément avoir un retest. Pour moi on a eu ce retest et il a été très propre, il a été vraiment au dollar près, en tout cas quand on s'en est approché. Aujourd'hui je trouve que la journée est intéressante parce que hier on avait ouvert dans un gros gap. On va se mettre en 5 minutes pour bien les voir, les gaps. Hier, on avait ouvert dans ce gros gap-là, qui était un gap baissier. C'était bien hier, ça, oui, non, pas du tout. 24, excusez-moi, on parle de celui-ci. 27, c'est ça. Hier, on avait ouvert dans un gros gap, excusez-moi, haussier. Et aujourd'hui, on vient de terminer, de le fermer au dollar près. Donc celui-là, il peut dégager. Et là où c'est intéressant, c'est peut-être, et vous voyez qu'on a fermé le gap d'aujourd'hui, qui était un gap baissier ici, qui se trouve là, dans le même temps. C'est-à-dire on est descendu très fort en début de séance. Là, ça fait 45 minutes que la séance est lancée. Pour le moment, la tendance est baissière, mais on pourrait avoir ici éventuellement quelque chose qui se retourne. En tout cas, la fermeture de ce gap et le retest de cette trend nous disent que peut-être ce qu'on est en train de construire désormais, c'est plus cette tendance-là. Et ainsi de suite. Vous le voyez là, quelque chose comme ceci. Que en fait une continuation, c'est-à-dire où on va venir plutôt continuer cette tendance-là. Et il faut faire attention ici parce que c'est ça qui va vous dire, est-ce que ce que je regarde c'est du bruit ou elle est où la vraie tendance en fait d'une certaine manière. Donc voilà, ça c'est la question qu'on peut se poser je trouve sur S&P, c'est de dire est-ce qu'on va pas continuer ça en fait.
et venir chercher les gaps précédents, ou alors est-ce que vraiment on va continuer baissier. Ce gap là est fermé également pour moi, tac, donc ça c'est propre aussi, tac, et à ce stade eh ben, on n'a que du gap au-dessus, ou alors on dévisse et on descend et on réintègre la trend et on est vraiment sur quelque chose qui pourrait nous donner sur S&P du beaucoup plus bas. Mais nous, vous le savez, pour le moment le scénario qu'on défend un petit peu sur la chaîne côté boursier, c'est qu'en fait on n'a pas encore atteint les niveaux cohérents qu'on pourrait demander à cette correction haussière, et que cette correction haussière là pourrait se construire en ABC, c'est-à-dire, et même en général, vu que là c'est une zigzag, si on regarde une zigzag, ça serait une 5-3-5, donc 5 vagues ici, 3 vagues ici, elles sont propres aussi, ici potentiellement une 1, 2, 3, 4, donc peut-être une ND diagonale, puisque on voyagerait ici dans le territoire de la 1, et une dernière 5 pour nous emmener à peu près par ici. C'est possible qu'on ait déjà terminé ici la C, pardon, donc là qu'on enfonce à partir de là, il n'y a aucun problème avec ça. Mais les niveaux théoriques qu'on viendrait plutôt chercher seraient plutôt ici pour moi, dans la zone des 4004 sur S&P. Est-ce que le fondamental peut nous emmener dans ces zones-là en ce moment? Non, pas vraiment. On a un rebond de l'inflation potentiel. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est un tout petit pic, c'est rien du tout. Mais si jamais le mois prochain, on continue à avoir un peu ces narrations de qu'est-ce qui avait construit ce bear market rally sur S&P? C'était tout simplement l'inflation qui tombait comme une pierre et le fait que la Fed commence à ralentir le rythme de la hausse de ses taux. Là, pour l'instant, vous le voyez et on l'a vu ensemble, il y a plutôt un regain. On a vu les chiffres du PCE. On a vu ici des chiffres qui nous disent que potentiellement, en tout cas, la continuation pour S&P sur les fondamentaux serait plutôt baissière. Mais la chart, elle nous dit peut-être que je suis en bas de quelque chose et peut-être que à ce stade-là, je peux me retourner. On va voir ce qu'il en sort de tout ça. Est-ce qu'on va aller dans le sens des futurs, ce que nous avaient donné les futurs ce week-end, c'est-à-dire une hausse substantielle, ou alors est-ce qu'on va aller plutôt dans le sens de ce que nous avait donné la journée d'hier, c'est-à-dire une baisse substantielle, la continuation d'une baisse qui est déjà en cours. Donc, même chose que sur BTC, finalement, on reste baissier sur le S&P, c'est-à-dire on considère que ça, c'est la tendance, mais on reste attentif à tout signal, comme quoi, éventuellement, cette tendance-là peut se retourner, et c'est vraiment une possibilité ici que, désormais, on ait quelque chose qui vienne faire ceci. Ok ? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a corrigé de la hausse précédente? Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire, si on venait à rebondir sur ce niveau-là, où est-ce qu'on en est exactement par rapport au niveau précédent? On va ici sortir nos Fibo. Et vous voyez que d'une manière générale, on a réenfoncé. Hop. Voilà. On a réenfoncé entre 50 et 61,8. C'est-à-dire qu'on a rebondi dans une zone d'achat qu'on va qualifier une zone d'achat logique en Elliott d'une 2. Voilà, et vous comprenez ici qu'on ne regarde pas une 2. Nous, on aurait plutôt préféré enfoncer jusqu'au 3009, d'accord? Elle n'est pas très bien posée d'ailleurs, plutôt comme ça, là, plutôt comme ceci. On aurait plutôt enfoncé jusqu'au 0,618, c'est-à-dire les 3923. On rebondit sur la trend, 20 $ au-dessus. Peut-être qu'on va venir chercher ces fameux 20 $ en dessous, qu'on va continuer à baisser pour venir enfoncer ce niveau des 0,618. Mais pour moi, ici, cette baisse, elle est totalement logique et elle pourrait trouver sa fin bientôt. C'était pour ça que je voulais vous montrer cette analyse sur notre ami S&P 500. On va faire les news du coup avec Goldman Sachs. J'ai pas grand chose sincèrement là sur à part cette info comme quoi la Russie se tourne vers le yuan dans un effort pour renfoncer le dollar. Voilà, pas grand chose ici. Sur les événements clés pour XRP, on suivra ça. Peut-être que je ferai un sujet particulier, mais apparemment ça avance. Oui, ça c'est une news importante. Coinbase qui suspend le BUSD en disant qu'il n'est pas suffisamment... il n'est pas compliant, il n'est pas suffisamment
sûr pour être listé pour eux chez Coinbase. Donc là, c'est une attaque de front de la part de Coinbase. Je vous rappelle que Coinbase est partie prenante dans le projet Circle, donc du coup le SDC, qui est, on va dire, le stablecoin concurrent. Et là, du coup, de la part de Coinbase, petit coup de pute quand même, de la part de Brian Armstrong, qui dit à CZ, eh ben du coup, nous, ton stablecoin, on n'en veut pas parce qu'il est dangereux. Donc beaucoup de FUD en ce moment autour de Binance. Je vous montre également cet article-là, qui était déjà sorti il y a déjà de ça un bon moment, mais qui du coup continue à faire un petit peu du bruit, avec des accusations autour de Binance, de pratiques qui seraient similaires à celles de FTX, c'est-à-dire, là en l'occurrence, c'était la paire, une paire où il y a eu très peu de réserves pendant un certain temps, et c'était la paire qui était justement liée, je crois, à l'USDC, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il y a eu zéro collatéral sur la paire USDC B-Token, donc pendant un certain temps. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous dit cet article. C'est-à-dire qu'ils ont retiré ce qui normalement aurait dû être laissé entre guillemets en réserve sur cette paire-là, de manière à le combler ailleurs et à faire potentiellement ici des manipulations de marché. On l'avait vu aussi également à un moment donné que Binance avait aussi donné de l'argent à une filiale de trading qui s'appelait Meritpeak, et ils avaient donné 400 millions, je crois que c'était ça la news, il y a de ça quelques semaines. Enfin, en ce moment, beaucoup d'attaques sur Binance. Et on a vu aussi que à un moment donné, il y a eu un dépeg entre, je crois que c'était BUSD et DAI, où pour le coup, alors ça c'est le mec qui est con, mais il avait vendu 600 000 $ d'un coup pour transformer du BUSD en DAI, mais la paire n'était pas du tout liquide, il n'y avait pas du tout d'argent, il n'y avait pas du tout de liquidité sur cette paire-là, et du coup BUSD DAI avait des pegs, alors que normalement c'est censé, vous le comprenez, être à 1 $, parce que c'est un stablecoin contre un stablecoin, il avait des pegs jusqu'à 20 centimes, donc le type a dû perdre beaucoup d'argent là-dessus, puisque 600 000 $ d'un coup, malheureusement il les avait vendus market, il les avait pas vendus, en limit order, et donc du coup il s'était retrouvé avec un énorme depeg sur la paire, des paires qui théoriquement devraient quand même avoir un minimum de liquidité pour être viables. Donc intéressant, nouveau FUD sur Binance encore une fois, et Coinbase qui entre guillemets plante un petit couteau dans le dos de leurs concurrents. Ici, je ferai un sujet vraiment là-dessus, mais ça c'est intéressant aussi, la firme Jane Street qui visiblement a été liée, maintenant c'est une quasi-certitude, au dépeg de Terra Luna, c'est-à-dire que il y avait eu ici des énormes capitaux qui avaient bougé à un moment donné pour que Terra Luna tout simplement fasse son dépeg, et apparemment la firme Jane Street serait à l'origine de tout ça, donc intéressant à regarder aussi, et on va voir à quoi est lié Jane Street. Je ferai vraiment un sujet vraiment dédié à tout ça, avec des recherches conséquentes pour essayer de comprendre qui a voulu tout simplement tuer le projet Terra, et vous allez voir que ça va être intéressant. Pas grand chose ici sur nos amis de bitcoin.com, etc. Pas grand chose non plus sur CNBC, calendrier économique on en a déjà parlé, et MarketWatch pas grand chose non plus. Donc on va passer ici sur la liquidité, mais avant ça on va regarder la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo, et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation, ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça, et là vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID,
Et votre UID sera validée ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Et voilà, je le disais tout à l'heure, plus que quelques places pour participer au deuxième tirage au sort. Je pense qu'on est à une ou deux personnes de faire le tirage, donc n'hésitez pas si ça vous tente. Ici, la liquidité, vous le voyez, 66 millions de liquidés hier, une journée à peu près normale, plutôt baisse, enfin pas énorme en open interest, la moitié directement sur BTC et en tout 38 millions, donc beaucoup plus que la moitié qui sont sur BTC et Ethereum. On a liquidé principalement du long, sauf sur Deribit où visiblement on a liquidé du short. Carnet d'ordre, c'est assez mitigé. On commence à avoir par contre des ordres de vente assez conséquents. 151 bitcoin ici, 115, 97, allez 400 bitcoin à peu près, avant la zone des 23,9. Donc ça risque de nous freiner au rebond. Et on a toujours nos ordres d'achat. Et je pense qu'on a plus de 1000 bitcoins ici. En tout cas, c'était le cas il y a quelques jours. Voilà, on a 1000 bitcoins au 22,3 qui pourraient nous donner rebond dans cette zone-là. Vous voyez aussi que là où d'habitude, on n'a quand même pas énormément de vente qui se fait dans les zones, bah là, on a vraiment forci à la vente entre maintenant et 25,2. Donc ça aurait plutôt tendance à dire il va falloir un sacré momentum si jamais on veut pousser au travers de cette zone-là, puisque le fait qu'on ait freiné un petit peu dans la zone ici nous a petit à petit accumulé des vendeurs. Est-ce que c'est du spoofing? Est-ce que c'est des faux ordres? Sincèrement, je ne pense pas. Mais il faudra vérifier au moment où on monte si ces ordres disparaissent ou pas. En général, le spoofing, les ordres sont beaucoup plus regroupés. Ça a vraiment besoin d'avoir l'air d'un mur. Voilà, peut-être celui-ci. Là, ici, vous voyez les 350 qui sont là, qui sont très proches. Mais en général, le spoofing, donc des faux ordres qui disparaissent au moment où on s'en approche, donc qui sont censés vous faire éviter de rentrer en long, sont généralement plus rapprochés pour vraiment plus avoir l'air d'un mur. On va voir ce que ça dit. En tout cas, on suivra ça de près, bien évidemment. Ici, BTC USDT PERP, où on va faire l'analyse short-long en levier. Alors hier, je vous avais dit, et c'est vraiment plus ou moins ce qu'on a dit, je vous avais dit on a deux gros niveaux, à 2 pixels. Donc pour moi, ce qui peut se passer et la direction, on va dire, qu'on pourrait prendre, et ben ça serait de venir prendre ces deux niveaux. Donc de faire une espèce de raquette dans les deux sens. Et c'est vraiment ce que le prix nous a donné. Donc du coup, de ce côté-là, on est plutôt cohérent sur la lecture de l'open interest. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu plutôt du long sur cette zone. Bon, vous voyez qu'on est venu la chercher. C'est pour ça que j'avais mis 2 pixels. Ici, on recte tous ces longues là, donc c'est normal que l'open interest descende fortement. On va commencer l'analyse à partir d'ici. Effectivement, pas mal de longues qui sont rentrées, mais vous voyez qu'on vient les cueillir à ce niveau là, mais après ça continue à rentrer en longue, même si c'est normal qu'on clôture du short ici à ce stade, mais je pense qu'on peut ici mettre un niveau de longue à venir prendre dans le futur qui sera assez cohérent, à savoir 23 000 $. Ensuite ici on augmente, donc ça c'est normal, tout se suit. Vous voyez que l'open interest n'est pas folichon, hein. On est plutôt ici sur un désintérêt, en tout cas sur toute la journée, toute la nuit. Ici, pas mal de shorts qui rentrent sur ce moment-là, alors qu'il n'y a pas l'action de prix qui le justifie, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est ceux qu'on est venu chercher ici. Et puis ici, pas mal de shorts également qui rentrent sur ce moment-là, vous le voyez, alors que l'action de prix ne le justifie pas, donc même chose. Donc là, on a deux gros shorts qui se sont ouverts et qui ont probablement été nettoyés sur le mouvement actuel. À chaque fois qu'on rebondit à la suite de ces shorts, on a effectivement un funding qui revient, donc ça nous donnait du long à venir prendre, ça a été le cas. Depuis maintenant ce bas là,
On a plutôt été shorté, vous le voyez, malgré que le prix monte, on a un open interest qui descend. Ici, très légèrement longué à partir de là, mais c'est plutôt de la fermeture de short, donc je ne sais pas si on va rajouter un niveau à ce stade. Et là, beaucoup de shorts. Sur cette montée-là, en fait, vous le voyez, le funding descend, donc on avait beaucoup de shorts qui étaient rentrés à ce niveau-là. Et donc du coup, c'est ce qui explique le mouvement actuel. Est-ce que le top ici est shorté? Non, mais vous voyez qu'on a fortement descendu pour liquider effectivement tous les longs qui étaient sur ce mouvement-là. Et il faudrait aller peut-être voir le 1 minute ici pour vraiment être précis sur la structure actuelle. Espèce de W en l'air là, cette espèce de flag un peu bizarre qu'on est en train de faire. À ce stade, on a quand même par contre l'open interest qui s'excite, donc beaucoup d'ouverture de contrat. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que d'une manière générale, j'ai plutôt un prix qui descend entre ce point-là et ce point-là, et j'ai un funding qui reste bloqué. Donc on a quand même peut-être un niveau à venir cueillir dans cette zone en longue. Est-ce que le top ici est quand même shorté? Oui, au sens où théoriquement, ici je devrais... Non, là on a plutôt du long d'ailleurs, c'est-à-dire que ici je devrais fermer du long et le funding ne descend pas. Donc là c'est vraiment cohérent d'avoir ce niveau assez fort. Et puis ici à l'inverse, je ferme du short. Donc théoriquement je devrais avoir un funding qui monte, mais ça n'est pas le cas. Et vous voyez que du coup on peut dire effectivement que là on a également un niveau à prendre au niveau des shorters. Donc ça c'est plutôt propre, c'est ce qui va nous donner peut-être la suite sur Bitcoin, c'est-à-dire une prise de liquidité en bas, puis une prise de liquidité en haut, ou alors l'inverse, une prise de liquidité en haut, puis une prise de liquidité en bas. Plutôt cohérent aussi, les niveaux sont quand même pas anodins. Notamment là vous le voyez, en fait c'est un range quoi, c'est-à-dire qu'on va en général dans les ranges on aime bien faire une déviation en dessous, une déviation au-dessus, donc là en 5 minutes on est sur un range et c'est probablement ce que va nous donner le prix. Donc ça peut être intéressant de venir attendre et venir regarder quels sont les sommets précédents. Par exemple ici la déviation, on voit que elle pourrait se faire jusqu'à ce niveau des 23 672, ça c'est pour en haut, et pour en bas quel est le creux à défendre? Pour moi la déviation elle pourrait se faire autour des 22,3, donc il y a peut-être un intérêt ici à rentrer dans le bon sens pour venir prendre la déviation qui se ferait éventuellement au dessus en fonction de la liquidité, c'est-à-dire ici venir chercher potentiellement ce niveau là, ou alors à l'inverse en bas. Si on doit nettoyer sous tous les longs qui se sont placés ici sur ce moment-là, et bien tout simplement, alors on a ce niveau-là qui est intéressant. Donc les 23 294. Voilà, on va voir ici ce que ça dit. Dans quel sens ça va dévier en premier? Pour moi, je dirais plutôt en haut, mais voilà, je suis pas du tout sûr de mon coup. Ici, avec ensuite une déviation dans ce sens-là, une déviation dans ce sens-là. Et après, la question c'est est-ce qu'on rebondit ou alors est-ce qu'on continue une structure baissière, c'est-à-dire ici, vous le voyez, continuer une structure qui est plutôt vers le bas. Et ça revient un petit peu à la question que je me posais en début de vidéo, qui était tout simplement de dire bon, est-ce qu'on va retourner la 1 heure ou pas? Est-ce qu'on va retourner à la 4 heures, pardon, ou pas? Sur Ether, même contrat, Binance, etc. Alors, Ether n'a pas cueilli ce qu'il aurait dû cueillir en haut. Ah si, pardon, autant pour moi. Ether a venu faire à peu près la même chose. Donc, on a ces deux niveaux qui sont pris. 27 février, il n'a pas sauvé ce que j'avais fait hier, le coquin, mais c'est pas grave. Ici, on est plutôt cohérent sur ce qui s'est passé. Descente du funding, descente de l'open interest, etc. Ici, on reprend du long. Donc, oui, ce niveau est longué. Maintenant, c'est plutôt logique que l'open interest remonte, donc on a un niveau qui est certes longué mais c'est pas incroyable, donc on va le mettre ici comme ça. Ensuite, c'est plutôt cohérent également, ce que fait le funding par rapport au prix. Là, on est vraiment ultra cohérent. Vous voyez qu'on a de l'open interest qui augmente. Donc, ça veut dire qu'on avait du short ici en haut. Enfin, en fait, c'est des niveaux... Il n'y a pas d'anomalie, voilà, c'est ça que si vous préférez. Ici, par contre, on voit une anomalie assez franche. C'est-à-dire qu'effectivement, soit on clôture beaucoup de longs qui s'étaient tout simplement mis à l'abri de cette zone-là. On voit ici que cette zone, elle fait support pendant un certain temps, donc ça, c'est une accumulation de longues, et effectivement, quand on perd le niveau, on perd énormément de monde, donc le funding vient faire un tour dans le négatif, soit on a un gros short qui s'est ouvert là. Pour moi, c'est plutôt un gros short qui s'est ouvert ici.
et qu'on a tout de suite nettoyé. Donc c'est pour ça que le funding remonte instantanément, mais vous comprenez qu'il y a également de la fermeture de long dans l'histoire. Après, ici, le prix latéralise, mais pourtant j'ai une baisse du funding, donc ça veut dire que ce niveau-là était shorté, et puis pour l'instant, j'ai plutôt un funding à plat, enfin, oui, un funding à plat, oui, un open interest qui est plutôt à l'augmentation, alors que j'ai un prix qui est plutôt à l'augmentation. Donc ça me dit quoi? Ça me dit que tout simplement, étant donné que le prix augmente, le funding devrait augmenter, il aurait dû nous donner plutôt ça. Donc ça veut dire que on pourrait imaginer ici que normalement on devrait fermer du short, donc avoir un funding qui augmente, et que donc du coup le fait que le funding n'augmente pas vient nous dire qu'on a effectivement du shorter qui vient shorter ces niveaux-là, hein, tout simplement, puisque théoriquement, encore une fois, le funding devrait augmenter. Donc augmentation du prix, augmentation de l'open interest et latéralisation, vous le voyez ici, du funding. Et donc du coup tout ça, ça nous dit que théoriquement le funding il devrait augmenter, ça n'est pas le cas, donc ça veut dire que cette augmentation de l'open interest là est due à une ouverture de shorter, c'est ça qui nous garde le funding à plat. Donc théoriquement on peut dire que le niveau haut sur Ethereum a été shorté, et ce fortement, c'est-à-dire que à l'inverse de Bitcoin où on avait plutôt une structure où ça nous donnait un niveau cohérent en bas et en haut, je dirais que sur Ethereum on accumule encore une fois plutôt du short. Ethereum, moi je vois depuis plusieurs jours pas mal d'accumulation de short. Hein. Pour le coup, si j'avais en ce moment un long à lancer, je le ferais peut-être plutôt plus sur Ethereum que sur Bitcoin, au sens où j'ai peut-être ici plus de liquidité sur Ethereum que sur Bitcoin. Mais encore une fois, on a cette narration également du Shanghai qui peut-être aussi alimente des shorts plus importants. Donc est-ce qu'on va pas venir nettoyer toute cette zone autour du Shanghai? Là on est sur Bitcoin. On vous parlait du gros short ici, des deux gros shorts, on les voit très bien ici, hein, qui ont été ouverts. Pour moi, celui-là a été pris littéralement. Celui-là, on est venu le nettoyer aussi, et ça c'était hier. Pour le moment, on a fait un petit tour dans la zone de neutralité avec l'ouverture de ce gros long ici qui est venu changer un petit peu la donne. Ça a orienté le prix vers le bas. Si c'était un x100, il a déjà été pris, donc ça c'est peut-être plutôt une bonne chose. Et à ce stade-là, on est dans une zone où ça latéralise, ça ne sait pas trop dans quel sens aller, sachant qu'on est presque à l'équilibrium. 2 milliards désormais uniquement sur BTC, étant donné que ça y est, les longues reviennent. Donc attention à ça, on peut vraiment ici plutôt avoir une direction baissière en fonction du funding, puisque les longues reviennent. Cela dit, l'action de prix ne vient pas trop les chercher pour le moment, encore que vous le voyez, quand il y a des grosses positions qui s'ouvrent, on a quand même tendance à dip. Notamment on le voit ici, et notamment on le voit ici, là en haut de ça, vous voyez qu'il y avait pas mal de grosses positions qui étaient ouvertes en longue, donc le prix vient les chercher, ensuite il vient rechercher le short qui s'était ouvert sur la position également, et puis là en ce moment on est plutôt à l'équilibre entre guillemets sur les dernières 5 ou 10 ou 20 minutes sur le delta shorter longueur. Sur Ethereum, sur les 5 derniers jours, encore une fois, c'est ça qu'on regarde, hein, on est totalement à l'équilibrium. Pour moi, on a plus de short en ce moment sur Ethereum, mais vous voyez que selon cet algorithme, c'est pas vraiment le cas. Selon cet algorithme, on a très peu de short sur Ethereum, et on le voit aussi peut-être dans le funding, c'est-à-dire que quand on regarde depuis quelques jours, en général, c'était moite-moite entre BTC et Ether, et on a peut-être un désintérêt en ce moment de l'open interest sur Ether au profit de Bitcoin, donc plus de futurs qui sont engagés sur Bitcoin que sur Ethereum. On va désormais regarder les poches de liquidité avec la 12 heures. La 12 heures, qu'est-ce qu'il s'est passé dans les 12 dernières heures? Et là, on est sur BTC. On a ici les exchanges Bybit, BitMEX et Binance. Pour moi, on a un tout petit peu plus de... On a un tout petit peu plus de long que de short, j'ai l'impression, hein. Vous le voyez ici, ça on forcit de ce côté-là, etc. Donc pareil ici, et surtout, étant donné que le prix a un peu up ici dans cette zone-là, quand on était autour des 23,5, on a nettoyé une partie des shorters, c'est surtout ça. Sur la 7 jours, qu'est-ce qu'on peut voir sur la 7 jours, étant donné que l'action de prix a plutôt été baissière sur les 7 derniers jours, je dirais, voilà, oui, on a plutôt nettoyé la zone de long sur ce moment-là, et là, on est désormais en train de se diriger vers éventuellement la zone de short. Donc la 7 jours nous dit plutôt direction 25, si je devais dip, effectivement, je peux dip jusqu'à 21, voire sous les 20, et là, j'aurais tout nettoyé, mais par contre, je vais devoir, si je fais ça, sans aller visiter les 25 200 $, eh bien, je vais devoir laisser gagner ce monde-là, ce qui est possible, mais ce qui n'est pas impossible en tout cas, mais moins probable que
d'aller y faire un tour, voilà. Donc descendre à 20 000 $, sous-entend de revenir prendre à minima pour moi les 27, 25, 26, 27 par là quoi. La 12 heures sur Ether, plus de longue. Là, vous voyez que mon analyse, qui moi plutôt se base sur 5 ou 6 jours, ça fait 5 ou 6 jours que je me dis, ah tiens, il y a quand même pas mal de shorts sur Ether. Pour le coup, non, on a plus de longue, vous le voyez sur les quelques dernières heures. En tout cas, enfin, on a une densité assez forte au 1610. Peut-être le point idéal si jamais, ici à ce stade, on veut potentiellement tenter un long. Je sais pas à quel prix Ethereum pile poil en ce moment, mais ça serait intéressant de regarder. Et sur la 7 jours, plutôt short, vous le voyez ici, on a effectivement accumulé pas mal de monde au-dessus des 1660 désormais, et ce jusqu'à 1705 et peut-être potentiellement 1800. Voilà pour la liquidité. On va revenir sur le prix et on va faire la conclusion de cette vidéo. Encore 50 minutes, décidément, je parle beaucoup, j'arrive pas à faire des vidéos de 20-30 minutes en ce moment, c'est pas grave, je vais me soigner. Alors, la question ici, c'est tout simplement, et on l'a déjà posé en fait en début de vidéo, dans quel sens va aller la continuation? C'est-à-dire, est-ce qu'on continue ça, tout simplement, d'accord, ce qui est le scénario toujours privilégié à ce stade, aucun problème avec ça, ou alors est-ce qu'on tient la daily, et du coup, est-ce qu'on continue plutôt quelque chose comme ça? D'accord? Et les réponses, on les aura sur les niveaux d'invalidation que je vous ai donnés, c'est-à-dire typiquement la prise de ce niveau-là et la réintégration en daily puisque là on est en dessous, voilà, une non-clôture en daily au-dessus de cette trend-là. Auquel cas, on sera vraiment ici super bien dans le bon sens. Est-ce qu'on a des figures chartistes ici à regarder? Peut-être un diamant ici qui nous dirait que on va retourner ici. D'accord, ça c'est possible. Certains l'appellent le Batman parfois quand il a vraiment une tête de chauve-souris. Bon là c'est pas le cas. Peut-être un diamant, c'est possible. En tout cas, figure pas extrêmement haussière. Pour moi, c'est plus ici une prise de liquidité dans les deux sens au milieu d'un range. Donc on va voir ce que ça dit. Donc je vous ai donné les niveaux. Pour moi, ici niveau important, ici niveau important, la trend est importante il faut quand même être attentif au cas où on n'est pas du coup dans la mauvaise direction. L'idée étant que être attentif éventuellement à ce type de choses. Et là, vous comprendrez que à chaque fois qu'on cherchera du short, on pourra avoir des profits. Et parfois, vous n'êtes pas dans la bonne direction préférentielle. Mais étant donné que vous loquez suffisamment vite vos profits, puisque vous n'êtes pas tout à fait sûr de la direction non plus, étant donné que vous les loquez suffisamment vite, vous êtes quand même gagnant sur le long terme. À partir du moment où vous investissez sur les bons niveaux, que vous avez une bonne analyse sur les bons niveaux, c'est tout à fait possible d'être contre-tendance, mais gagnant. Par contre, c'est plus de galère, c'est plus de stress, c'est plus de... voilà, ce qu'on va chercher ici, nous, c'est plutôt les bougies impulsives, très rémunératrices, très vite de ce genre-là. La direction préférentielle, c'est ça. Après, vous le voyez ici, on commence à avoir de l'impulsif vers le haut. Donc c'est intéressant de ici se poser les bonnes questions au bon moment. Pour moi, si ça correspond à dire on fait un deuxième creux, c'est-à-dire on est dans une logique ascendante en une heure, il faudra commencer peut-être à se poser la question d'une direction préférentielle qui serait plutôt vers la prise des 26 000, 27 000 $. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, venez nous rejoindre éventuellement sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Suivez le S&P en ce moment, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment on n'est pas trop mal corrélé en tout cas. On recorrèle, voilà, là où on avait eu des choses qui étaient plutôt moins corrélées. J'ai pas regardé le Shanghai Composite Index, est-ce qu'on est toujours autant corrélé à la Chine ou pas? Mais on fera peut-être ici une analyse là-dessus demain. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, et je ne l'ai encore toujours pas préparée. La question du jour, elle sera sur l'investissement, locatif. Est-ce que vous avez ou pas des biens à côté que vous avez mis en location ou pas du tout, et est-ce que cette partie, on va dire, de l'immobilier vous intéresse? C'est-à-dire, est-ce que mettre une partie de votre argent dans des appartements locatifs, ou alors votre propre logement, déjà, ça c'est la première étape.
Est-ce que c'est plutôt des choses qui vous intéressent pas? Vous n'avez pas envie de vous emmerder avec des locataires, etc. et vous êtes plutôt dans une dimension financière des choses et spéculative, puisque j'imagine que si vous vous intéressez à la chaîne et si, parce que potentiellement la chaîne elle est quand même très axée trading, donc ça veut dire que vous faites potentiellement du trading ou en tout cas de l'investissement, mais que vous voulez savoir où en sera Bitcoin demain ou après-demain, c'est un peu ça l'idée. Voilà, est-ce que vous êtes... Question vraiment à la con, hein, mais décidément, hein, en ce moment c'est très très difficile. Bon, j'ai dû faire je sais pas combien de vidéos, on est sûrement à plus de 300. Ça fait 300 questions à la con à trouver au pied levé. Et voilà, je vais en préparer quelques-unes. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. Portez-vous bien, à très bientôt.